Vashchuk, Kibienok, Titienok, Bravi, Chichura. Ils étaient tous de garde cette nuit-là. Est-ce qu'ils vont vivre? Les gens veulent voir là même un événement mystique. Personnellement, je ne suis pas sur cette longueur d'onde, et il me semble que Bruno non plus. Pour lui, c'est plutôt le théâtre de l'absurde. Comment ça qu'on ne peut pas cueillir des baies ou des pommes? Voyez comment ça qu'il faut se séparer de ces animaux domestiques, qu'il faut tuer son chat ou son chien parce que ce sont des sources de radiation. Ce danger qui est un danger invisible est réellement invisible. C'est-à-dire, vous allez dans la zone, moi j'ai été partout dans cette zone interdite, et au fond vous ne voyez rien. C'est-à-dire, vous voyez une ville complètement abandonnée, vous avez le compteur Gégère avec vous, le compteur stridule. Nous savons intellectuellement, parce que le compteur nous le dit, qu'il y a un danger, mais ce danger, on ne le sent pas, ce n'est pas des balles qui sifflent. Donc, c'est une ville un peu spéciale, mais de nouveau, vous voyez, c'est pas... il n'y a pas de monstres qui se promènent, il n'y a pas... c'est une parfaite banalité et presque, je dirais, innocence du mal. Pour les gens qui sont directement confrontés à cette vie, le problème perdure. Il y a eu quand même près d'1 million de liquidateurs, d'ouvriers, d'ingénieurs, de soldats. L'idée était de remettre en marche la centrale et de nettoyer la contamination radioactive. Et à l'époque, les techniques étaient un peu bâclées. Il y a beaucoup de fausses couches spontanées, il y a la fertilité masculine aussi qui est en baisse. Donc, en tant que population biologique, c'est une population qui sera diluée et dont une partie n'aura pas d'avenir. Parler de Tchernobyl comme parler de Fukushima, comme parler de la pollution que subit toute la population terrestre, ont simplement montré sur quel volcan nous sommes tous assis. Bien entendu, tout ce qui dérange ces projets purement commerciaux n'est pas bon à entendre. Nous vivons dans une société où la France, qui est un pays hautement nucléarisé, a peut-être des opportunités de vendre les centrales nucléaires. Ce sont des questions politiques, éminemment politiques, parce que nous vivons dans des sociétés marchandes. Nos gouvernants sont gouvernants à court terme, alors que les problèmes écologiques sont par définition des problèmes à très long terme. Il y a un moment où les choses vont tellement loin que vous-même vous vous retrouvez dans une situation où voilà, vous êtes devenu résistant. Résistant, ça ne veut pas dire qu'on gagne. Hein. Et résistant, ça ne veut pas dire que la lutte est courte. Hein. C'est une posture, ça devient une posture philosophique. Voilà, on est là, on fait des choses, personne ne le sait, mais on continue quand même. C'est comme, je ne sais pas moi, vous avez des gens qui tous les jours se lèvent et ont un rituel.
que ce soit taper sur un tambour comme au Tibet, là, enfin voilà, il y a des rituels. Si vous cessez de les faire, tout s'écroule. Vous continuez. Considérait comme étant de son devoir de ne pas se taire sur les conséquences de la catastrophe, d'étudier la contamination de manière à aider les gens à s'en sortir, enfin en tout cas à vivre dans la contamination. Une des choses qui m'a permis de faire ma thèse aussi en partant en Biélorussie pour exhumer des archives sur place, c'est aussi d'essayer en tout cas de travailler avec des gens de terrain. Moi j'avais fondé une compagnie 10 ans avant, donc je travaillais aussi pratiquement au théâtre. J'avais une double casquette, on va dire, à la fois théorique, à la fois pratique. À l'époque ça se jouait à Aix-et-Théâtre, qui était un lieu alternatif, on va dire, à Clermont-Ferrand. Et c'est progressivement en fait que l'idée d'emmener ce spectacle en Biélorussie est née. C'est moi qui emmenais Bruno en Biélorussie, finalement lui servant aussi de guide pour le quotidien, pour voilà, comment on se retrouve dans un pays, on ne parle pas la langue, on n'y connaît personne, etc. Donc du coup, oui, mon statut a évolué. Je me suis retrouvée avec une posture de femme orchestre, on va dire. Sur le terrain, on s'est très vite rendu compte que le fait même de parler de ce texte, d'amener ce texte en Biélorussie, posait un problème majeur. Et puis on a fini par trouver un lieu qui à l'époque était le théâtre de la jeunesse de Minsk. Et monter, c'est-à-dire remonter en Biélorussie, en français, en russe et en biélorussien. Et puis à Gomel, on fera un festival. Ma compagnie était aussi complètement partie prenante à l'époque de cette histoire. Le théâtre de l'Esprit de Sel a joué à Gomel dans le cadre de ce festival pour faire en sorte que ce festival puisse exister. Et ça a été d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, sa dernière représentation. C'est-à-dire qu'après, on a été obligé de mettre la clé sous la porte. Il se trouve qu'en fait, on a eu la bonne idée d'arriver en Biélorussie avec ce projet, au moment où l'ambassadeur en poste, qui n'était pas là depuis très longtemps, avait invité une délégation de l'ONU qui venait expliquer aux populations de Gomel que les petites doses de radioactivité ingérées au quotidien, c'était pas grave. On a très très vite été considérés par les autorités françaises comme de dangereux, des gens dangereux à qui on devait, qu'on devait faire taire en fait. C'est-à-dire que quelques mois avant de partir, on s'est rendu compte que le théâtre avec lequel on avait négocié à Minsk se désistait. Svetlana n'était pas vraiment attendue ni désirée sur le territoire, justement parce que c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à sortir les cadavres du placard. Elle avait été qualifiée à l'époque d'espionne de la CIA, enfin je veux dire, ça avait été quand même assez loin, elle était en exil à l'époque quand même. Hein. Donc, la première chose qu'on nous disait c'est « mais enfin c'est politique ce que vous voulez faire ». Et autant moi que Bruno Boussagol à l'époque, je pense qu'on est deux vrais teignes dans notre genre, et il n'était pas question de ne pas le faire. Si on avait été joué en forêt, on se serait tous retrouvés arrêtés, en tôle. Enfin bon, je pense que ça aurait été... Non, il fallait faire les choses le plus légalement possible. Donc en fait, c'est ce qu'on a fait. Et un autre théâtre s'est présenté quasiment de lui-même, qui était le théâtre de la dramaturgie biélorussienne, et qui a dit « je vais gérer les Français ». Le directeur du théâtre nous a dit « bon, vous savez ici, on ne peut pas montrer les spectacles comme ça. Hein. Je veux dire, il faut passer devant un Khutsovietsk, c'est-à-dire un conseil artistique. Donc, on avait fait toute la mise en scène. On était à 3 jours de la première. Enfin, je veux dire, donc, les comédiens ont joué la pièce devant toute l'huile du théâtre de Minsk. Bon, le spectacle durait 2 heures déjà. Hein. Donc, ensuite, on s'en est repris pour 3 heures. Hein. 3 heures de questions, c'était une soutenance de thèse. C'est-à-dire que du coup, sur cette scène de conseil artistique, on avait Svetlana en russe, Bruno en français et moi en biélorussien. Et les gens des arts de Minsk, enfin je veux dire ces gens-là, ont été complètement bluffés de voir ces 3 langues sur le plateau en même temps. Donc ça a fait le tour de Minsk. Et en fait, j'ai appris plus tard qu'à partir de ce moment-là, et c'est de la bouche de cette conseillère culturelle que j'ai appris, donc ce n'est pas une petite source, qu'un conseil de guerre, et je pèse mes mots, c'est exactement le terme qui a été employé, a été organisé contre nous à l'ambassade de France à Minsk. Fête du théâtre.
Si à ce moment-là on n'avait pas compris que le théâtre est une chose fondamentalement politique, on avait l'impression de manipuler un art secret défense, quoi. Qu'est-ce qu'on est dangereux, quoi. Qu'est-ce qu'on est dangereux, c'est incroyable, à 10 là, comme ça, on est juste pauvre en plus, hein. Enfin, je veux dire, sans production derrière, enfin, sans réellement avoir de subventions, d'aide institutionnelle, etc. La diagonale de Tchernobyl, il s'agissait d'aller rencontrer sur place les personnes, les villageois, d'aller les rencontrer pour les comprendre, les écouter, échanger avec eux. On pensait même qu'on nous refoulerait à la frontière. On pensait qu'après, si on arrivait à entrer en Ukraine, on ne puisse pas réaliser la veillée. On n'avait toujours pas l'autorisation en fait quand on est allé là-bas. On n'était pas sûr qu'on vienne nous chercher à l'entrée de la zone pour nous mener devant le réacteur. Beaucoup de doutes, de peur qui rendaient cette expérience quand même très incertaine. On a souhaité profondément les faire venir certains d'entre eux, rencontrer là-bas, à Aurillac. Bruno, il vous a peut-être raconté comme il a essayé d'obtenir les visas pour ces quelques personnes qui ne les a pas eues, qui a été profondément affligé et en colère de ne pas avoir les visas. Alors il y a eu plusieurs spectacles, il y a eu ce qu'on appelle des entrées-sorts, c'est-à-dire des petites formes de 10 minutes. Et puis un banquet, un cabaret, une procession. On a brassé l'écriture, on a brassé la musique, il y avait toujours la photographie. C'est le petit musée de la catastrophe. En Ukraine, ils adorent la forme du musée et surtout, depuis la catastrophe, dans les villages, des musées apparaissent. Parce qu'il y a des métiers, par exemple, qui ont disparu, comme des cultures qui ont disparu, comme je pense à la culture du lin, qui fait trop de poussière. La culture du lin a disparu, donc dans le petit musée, on trouve des vêtements en lin, par exemple. Voilà, ça fait vraiment partie de la culture de là-bas, ces petits musées. Le musée que Bruno Boussagol m'a confié, je pense que c'est un musée qui convoque la vie au travers d'un texte que j'ai écrit. Le spectateur est invité à un voyage, évocation de la vie là-bas en zone contaminée. C'est surtout le temps qu'il fallait donner à l'expérience, quoi. J'incarne le guide du musée, parce qu'on est quand même au théâtre, mais je tiens à une présence en retrait, qui soit une parole, une présence sur un fil.